Salut, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle du meilleur des comics, ou pas. Ça, c'est à nous de le déterminer, comme à chaque fois, mais maintenant, vous devez commencer à avoir l'habitude de notre petit rendez-vous mensuel, ou quasi mensuel en tous les cas, pour parler donc podcast, pour parler comics, et pour parler aujourd'hui, ce soir, de Green Arrow, écrit par Jeff Lemire et Sorrentino, donc le run New 52. Et pour parler de ce Green Arrow, eh bien New 52, j'ai avec moi deux éminents membres de lescomics.fr, comme très souvent. L'un a déjà participé à une précédente émission, c'est ce bon vieux Captain Talbot, le grand fan des archers et du café. Comment tu vas, Captain ? Eh bien, très bien, super content d'être encore une fois ici avec vous, et voilà, donc on va forcément parler de mon grand ami Green Arrow, et c'est cool. Et oui, parce que tu l'aimes énormément, ce bon vieux Green Arrow. Eh oui, c'est ça. Et à mes côtés, j'ai un tout nouveau membre de lescomics.fr. Alors, nouveau membre, mais vous devez certainement le connaître, puisque ce n'est pas un inconnu, c'est ce bon vieux MC Twip. Comment tu vas, MC Twip ? Yes, wesh, mes comicsophiles. Ça va les gars, vous allez bien ? Bah ouais, tranquille. Ouais, content de t'avoir avec nous. Ouais, ben moi super content de participer à un nouveau podcast. Bah oui, je me souviens, on avait fait une émission ensemble sur le top des comics. C'était la première fois que je te rencontrais, donc voilà. On remet ça maintenant que tu fais partie du collectif, yes. Et que tu apportes tes contributions avec plein de vidéos. Donc n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne de MC Twip et puis surveillez les vidéos qu'il sort. Il en sort régulièrement sur lescomics.fr, enfin on les partage, on les relaie sur lescomics.fr, il en sort régulièrement sur sa chaîne YouTube avec un paquet de reviews. Et donc on se retrouve, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour parler de Green Arrow, donc le Green Arrow de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Et avant de parler de ces deux artistes, je vais laisser ce bon vieux Captain nous faire le résumé, le pitch de Green Arrow, et nous expliquer, mais qui est donc ce Green Arrow ? Eh ben oui, donc du coup, notre bon vieux Green Arrow a été créé pendant la grande période de l'âge d'or des comics par Mort Weisinger et George Papp à l'automne 1941, et il est apparu dans Morphin Comics, le numéro 73, il me semble. Donc il va suivre son chemin dans divers titres comme Morphin Comics, World Finest Comics ou encore Adventure Comics. Et il sera souvent, à cette époque, considéré comme un sous-Batman. Mais les grandes lignes de son origine vont être redéfinies par Kirby dans les années 50, à savoir l'histoire de l'île isolée où il va devoir survivre. Mais ça, on va y revenir plus tard avec le run de Lemire. Voilà, à noter que quand même, le perso va prendre une nouvelle dimension grâce à Denny O'Neil et Neil Adams en 1969 dans un récit qui j'espère, occupera un jour la vedette de ce podcast. Voilà. Bref, de récit en récit, on arrive à ce comics des New 52 avec Lemire et Sorrentino, dans lequel Oliver Queen va être piégé jusqu'à tout perdre. Un méchant répondant au doux nom de Komodo va assassiner le responsable de Queen Industries alors qu'Oliver est dans le bureau. Coupable idéal, Oliver va devoir se cacher et rechercher Komodo, qui s'avère être un redoutable archer. Mais attention, ce comics va aller bien au-delà d'un simple duel d'archers. Merci bon Captain, tu résumes parfaitement les premières pages du comics sans trop en dire, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on va aller de surprise en surprise, et c'était pas qu'une histoire de Oliver Queen se fuit et se planque, ça va bien au-delà de ça. Non, super bien résumé. Tu vois, voilà, il y a une allusion au fait que il était comparé à Batman parce que voilà, il est millionnaire, milliardaire, enfin je sais pas si on peut dire milliardaire. Mais enfin voilà quoi, c'est le jeune playboy qui défend sa ville la nuit, donc les comparaisons sont super faciles quoi. Et sans pouvoir aussi quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et il ne tue pas normalement non plus les méchants. Et donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est vrai que tu fais bien de le préciser. En effet, Oliver Queen, c'est un peu une espèce d'ersatz de Batman. Il a souvent eu des comparaisons avec lui, sachant que Oliver Queen a un volet un peu plus social, notamment grâce à Dennis O'Neil et Neil Adams. Mais on reviendra un jour sur la magnifique maxi-série Green Arrow Green Lantern, parce que c'est une de mes séries favorites. Si vous aimez, donc, on y reviendra un jour. Si vous aimez la drogue.
si vous aimez la drogue. Effectivement. On expliquera quand on parlera de ce comics. Yes. Pour présenter un peu du coup les deux artistes qui sont aux commandes sur ce run. Donc Jeff Lemire, aujourd'hui on le connaît super bien. Enfin, c'est un scénariste canadien. Et même à l'époque, quand il reprend Green Arrow, il a déjà une bonne réputation puisqu'il a eu pas mal de succès en indépendant. Il a percé en 2008-2009 avec sa série Essex Country, et puis surtout il a littéralement explosé avec Sweet Tooth chez Vertigo, donc le label un peu indépendant de chez DC Comics qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. Mais donc voilà, Jeff Lemire c'est pas un bleu, c'est quelqu'un qui s'y connaît déjà, mais Green Arrow ça va vraiment être sa première grosse série en fait super héroïque, et pour ça il est associé avec Andrea Sorrentino qui est un dessinateur qui a déjà travaillé chez DC Comics pendant les New 52. Il a travaillé sur la série High Vampire qui est inédite en France, et il avait déjà explosé quelques rétines à ce moment-là, et donc voilà, DC Comics décide d'associer ces deux artistes ensemble pour revitaliser Green Arrow, parce que au moment où en fait ils vont intervenir sur le titre, il y a déjà eu 17 numéros de publiés sur cette série, et 17 numéros qui ont été des échecs critiques et commerciaux. Green Arrow c'est pourtant un personnage d'envergure chez DC Comics, mais voilà, le succès n'a pas été escompté, et donc DC Comics mise sur ce duo pour relancer la série, relancer le personnage sur des rails un peu plus solides, un peu plus corrects, artistiquement parlant. On va voir si ça a bien été fait ou pas du tout. Comme d'habitude, cet épisode va être découpé donc en deux parties. Une première partie sans spoiler, on va juste donner notre avis, notre ressenti vraiment général sur le comics. Qu'est-ce qu'on en a pensé, comment est-ce qu'on l'a découvert également, parce que c'est toujours intéressant de le savoir. Et puis dans un deuxième temps, on verra ensemble quelles sont les forces et les faiblesses de la série, en allant vraiment à fond. Spoil cette fois, on va spoiler comme des salles. Je vais évidemment laisser la parole dans un premier temps. Écoute MC Twip, je vais te laisser la parole. Moi en fait c'est pas le premier récit de Green Arrow que j'ai lu. En fait j'ai fait un peu comme tout le monde quand Urban Comics a commencé à sortir pas mal de trucs. Donc moi j'ai regardé un peu les dates avant l'émission, hein. J'ai quand même un peu bossé, tu vois. Donc c'est bien. J'ai lu Green Arrow année 1 en fait de Andy Deagle et Juck, qui était sorti en 2014 si je me trompe pas, et voilà, juste après ils ont enchaîné avec justement le New 52 de Green Arrow. Donc voilà, le année 1 franchement plaçait très très bien le personnage, on revoyait encore ses origines sur l'île, et puis il y a eu justement cette claque des 3 premiers tomes de Green Arrow New 52 ici. Justement, si ça fait partie de l'émission Les Indispensables, je pense que ça a sa place dans ce numéro, quoi. Et là c'était la grosse claque de découvrir ce duo magique, comme j'aime le dire assez souvent d'ailleurs. Voilà quoi, c'est une super histoire, et bon, on va en parler, mais là je laisse la place un peu à Captain. Allez Captain, donne-nous ton avis. Du coup moi j'ai découvert, alors j'étais pas encore le fan que j'étais de Green Arrow à cette époque-là, en 2014, mais j'étais passé chez Pulps, et Bruno, donc le libraire de Pulps Bordeaux, m'avait conseillé ce titre, et il s'avère que dans la même journée j'avais vu pour la première fois une vidéo de Mister Yanda, notre bon vieux Mister Yanda, et il avait fait un Qui tu t'es vu quand t'as lu sur ce premier tome où il en dit du bien. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir sa vidéo qui est toujours en ligne. Et donc du coup ça a été un achat immédiat et un coup de cœur aussitôt. Une vraie claque, parce que dans quelques pages on est plongé dans l'action. Voilà, il n'y a pas de temps mort au début ou pour placer quelque chose, c'est vraiment on est plongé dedans, et ça nous lâche pas jusqu'à la fin. Du coup c'est vraiment une bonne pioche, et je trouve que l'idée d'avoir associé ces deux noms, je pense que ça fait un des duos du moment, qui est un immanquable, et qui l'ont encore montré récemment sur Gideon Falls, etc. Et donc c'est la naissance de leur travail, et c'est déjà du très haut niveau. Et sinon sur l'histoire, sans trop en spoiler, difficile d'en dire plus, mais voilà, ça lâche pas, c'est pas de temps mort,
tout est bien calculé. Les sous-thèmes sont aussi bien présents. Pour moi, on est presque sur un sans faute, quoi. Ouais, bah je suis pas loin de partager ton avis, enfin votre avis, vos avis. C'est vrai, moi je l'ai découvert, en fait j'en ai entendu parler parce que du coup je suivais pas mal d'actualité sur les sites VO en fait à l'époque, et donc je savais que bah voilà, Green Arrow c'était pas ouf à cette époque-là. Il y avait beaucoup de problèmes de réception critique, les gens se plaignaient beaucoup du traitement de Green Arrow dans les comics New 52 au début. Alors c'est vrai que moi j'ai pas lu, je me suis pas fait l'affront de m'infliger les 17 premiers numéros avant. J'aurais peut-être dû, ça m'aurait permis peut-être d'en dire un peu plus. Mais voilà, j'avais vu ces avis-là tomber sur le premier numéro et tout de suite ça avait fait péter les audiences, les critiques vraiment étaient toutes folles dingues, et puis surtout parce qu'il y avait ce dessinateur Andrea Sorrentino qui apparemment explosait toutes les planches et qui cassait vraiment les rétines avec des effets de composition, de mise en page qui étaient vraiment foufou. Donc j'avais très très hâte quand j'ai lu ça de découvrir cette série. Et alors je crois il me semble qu'elle a été pré-publiée dans des kiosques de Urban Comics, mais je voudrais pas dire de bêtises parce que c'est vrai que moi du coup je l'ai découvert avec le premier tome en fait en VO, en VF tout bêtement chez Urban. Voilà, je l'ai feuilleté et acheté chez mon libraire à l'époque. Et ça a été une grosse baffe, hein. Franchement c'était vraiment très très bien. Et comme on le dit, en fait, le scénario, il y a ce prémisse, vraiment ce point de départ qui est finalement très très classique. Le héros qui se retrouve piégé, mis dans une situation pas possible où il va devoir s'enfuir. Mais il y a plein de trucs vraiment intéressants qu'on va aborder après dans la partie spoil. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et le récit part vraiment dans du récit d'aventure pure. Ça me fait beaucoup penser à du Indiana Jones avec une espèce de quête un peu moitié mystique et aussi mythique, donc pour retrouver, enfin voilà, ça va impliquer des mythes et des légendes un peu enfouies, ça va impliquer donc pas mal de choses, et puis enfin voilà, il y a Andrea Sorrentino qui est juste complètement taré, quoi. Enfin c'est là du coup pour avoir relu moi j'ai l'intégrale de Urban Comics, et enfin c'est impressionnant en fait parce qu'on voit son niveau progresser de numéro en numéro à chaque fois, quoi, et c'est spectaculaire parce qu'il a déjà un gros niveau sur le premier numéro, mais alors quand on arrive à la fin c'est juste on est sur les fesses, quoi. Et puis c'est vrai que comme tu le disais Captain, j'ai oublié de le souligner dans la présentation, mais c'est aussi la naissance d'un duo qui est maintenant je pense iconique et indéboulonnable. Tu le disais aussi Twip, Andrea Sorrentino et Jeff Lemire, aujourd'hui c'est vraiment, ces deux mecs, je pense qu'ils sont dans le haut du panier du comics à l'heure actuelle. Gideon Falls le prouve à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Là la série est en train de se terminer en VO, et enfin c'est juste une sacrée leçon à chaque numéro, je trouve. Vraiment c'est assez incroyable. Ce duo est parfaitement en symbiose, comme Matt Fraction et David Aja pouvaient l'être par exemple sur Hawkeye. Là vraiment on a encore une fois un duo artistiquement au sommet à chaque fois, qui se répond parfaitement et qui à chaque fois donne le meilleur de l'un et de l'autre, quoi. C'est vraiment excellent, quoi. Ça c'est clair et net. Comme tu le soulignais, je peux le dire encore une fois, c'est vrai que Urban qui fait le pari de zapper les 17 premiers numéros ou les 16 premiers, c'est vraiment ce qu'il fallait à faire. J'ai essayé de relire là le premier pour avant l'émission, mais bon, j'ai pas eu le temps de m'y pencher plus, et c'est vrai que on est loin déjà dans le début, on est loin de ce qu'on a par la suite, et voilà. Et c'est vrai que j'ai hésité moi aussi à aller les acheter en relié, essayer de les trouver, mais comme tout le monde dit que c'est mauvais avec tout ce qui sort en ce moment, tu te dis bon, on va mettre ça ailleurs, hein, même si c'est Green Arrow, on va faire l'impasse, quoi. Ouais, moi je crois me souvenir que j'avais lu peut-être le numéro 0 de ce Green Arrow New 52, donc qui était avant les 16, qui était dans les 17 numéros d'avant, et je crois me souvenir que c'était vraiment mauvais. Enfin franchement c'était en fait si t'avais lu le Green Arrow anéen comme Twip le présentait, ça sert vraiment à rien, et en plus c'est du anéen résumé en 20 pages, et qui flingue toute la substance de anéen, donc c'était vraiment pas intéressant, quoi. Je sais pas si Urban l'a refait en fait, ce coup-là de zapper vraiment des parties de comics sur d'autres séries.
Je sais pas. Bah c'est fait, mais c'est plus souvent fait en milieu de run, je crois, que en début de run. Parce que par exemple là-bas sur le Green Arrow Rebirth, ils ont zappé l'arc qui intervient après celui de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, qui était par un des scénaristes de la série télé, qui était vraiment merdique pour le coup, donc c'était très bien qu'ils la zappent. Ça arrive parfois, mais ouais, je crois que sur des débuts de run, c'est ouais, non, y a rien qui me vient en tête en tous les cas pour l'instant. Après, j'ai pas une connaissance absolue du catalogue de Urban, mais là, c'est vrai que de tête, j'ai rien d'autre qui me vient. Non, c'est vrai. Ouais. Un si gros gap, ouais, non, je pense que c'est assez rare en tout cas. On va donc maintenant parler en spoil, en long, en large et en travers de ce Green Arrow de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Vous expliquer pourquoi est-ce qu'on aime autant ce comics, vous l'avez senti dans nos avis. C'est un comics qu'on adore vraiment. Moi j'y vois quelques défauts, mais alors ils sont vraiment résiduels de ouf. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Alors le premier point que je voulais aborder du coup dans cette partie spoil, c'est toute cette remise à zéro en fait qu'opère Jeff Lemire d'un point de vue scénaristique. On l'a dit là, le prémisse de son run, c'est vraiment de Green Arrow se fait piéger et en gros il doit fuir parce que en fait il a plus rien du tout. Tout lui a été détruit, tout lui a été volé en fait. La fortune, son entreprise familiale lui a été volée par donc ce méchant qui est Komodo. Voilà, c'est un prémisse très très classique, mais qui en même temps permet de manière très efficace de tout remettre à plat, donc dans cette époque New 52, mais aussi de tout remettre à plat pour réutiliser des personnages que l'on connaissait avant les New 52 et les réintégrer dans la mythologie de Green Arrow. Je pense notamment au personnage de Shadow par exemple, qu'on n'avait pas revu du coup, et qui est un personnage iconique, important des pré-New 52, mais qui ici est complètement remanié, vraiment twisté, et qui a d'autres éléments à apporter dans la mythologie Green Arrow. Oui, donc du coup, comme tu dis, donc vraiment en quelques pages, il balaye tout ce qui était avant et il met Green Arrow dans une perte de repères complète et qui permet comme ça de retisser sa mythologie et de faire entrer la base de ce qui va être son run. Alors Shadow, moi je la connaissais pas hyper bien avant, donc pour moi je la découvrais presque ici, hein. Mais quoi, moi j'ai beaucoup aimé cette perte de repère et qui on la ressent vraiment et on le sent perdu. Et puis le personnage de Magus qui va accompagner donc Oliver Queen Green Arrow dans sa quête et qui va le faire se mettre face à lui-même en quelque sorte pour qu'il aille plus loin que ce qu'il est actuellement, que le Green Arrow qu'il est au début de l'histoire et qu'il aille plus loin encore et qu'il se trouve vraiment. Moi j'ai trouvé que en fait Lemire le remettait un peu dans la situation de l'île mais en ville au tout début, donc voilà, on fait tout péter, t'as plus rien, t'as plus d'argent, t'as quasi plus assez. Mais ouais, non, le début est un peu simple, mais enfin, le côté catastrophe, il est là, il est vraiment sympa. Et aussi les intros, en fait, où on le voit en Arizona en train un peu de crever la gueule ouverte, je veux dire. Et voilà, c'est pas mal joué aussi, en fait, c'est un peu reprendre les codes justement de la série, parce que la série, il y avait beaucoup de flashbacks. Et je pense que c'est un peu dans le même. Enfin, je trouvais qu'il utilisait un peu le même délire de flashback au début de chaque numéro. Et c'était vraiment bien foutu. Oui, et il monte aussi l'organisation des Outsiders petit à petit et on la découvre en même temps que Green Arrow en fait. Et je trouvais ça assez habile aussi au début il en parle, on sait pas trop ce que c'est, etc. Et plus ça va, plus lui comprend et nous on comprend aussi et c'est fait assez habilement. Je trouve qu'il ouais, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai juste une idée de 2 secondes vite fait. Je trouve qu'il a pompé aussi, c'est un autre truc qui est bien, hein, c'est bien pondu, hein. C'est Magus, comme tu disais tantôt. Ça m'a fait penser, ici en relisant ça un peu, à Stitch de Daredevil,
un genre de mentor en plus aveugle, le mentor que tu peux pas vraiment faire, à qui tu peux pas vraiment faire confiance, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce style de gars qui arrive de nulle part. Ouais, tu connais rien en fait, tu connais rien de ta vie, tu connais pas tes origines, tu connais rien. Moi, je suis là pour ça, mais je te dis rien en fait. Et tu devras le découvrir toi-même. C'était franchement bien pondu aussi cette histoire. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc là-dessus. C'est vrai que t'as raison, j'avais pas noté cette comparaison avec le personnage du mentor Stitch de Daredevil. Mais c'est vrai qu'il y a clairement cet aspect-là qui ressort. Et c'est vrai que j'avais pas noté, c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'il replace en fait le contexte dans lequel Oliver était quand il débarque sur l'île, mais là il le place dans le contexte de la ville. Et c'est vrai que finalement c'est hyper intéressant parce que l'environnement urbain en fait, Oliver le maîtrise la nuit, mais en plein jour, sans son costume de Green Arrow, finalement c'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Et donc ça le met forcément en difficulté, mais du coup toutes les aptitudes qu'il a développées sur l'île, il va devoir vite, très rapidement les remettre en place, les réutiliser, les réinjecter dans son costume habituel d'Oliver Queen pour pouvoir s'en sortir en fait, parce que bah, c'est vrai que les deux premiers chapitres, ils vont quand même très 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 vite. Oliver se fait poursuivre par Komodo qui ne le lâche vraiment pas, qui va lui balancer plein de flèches dans la tronche et le blesser vraiment très très violemment. Enfin, on reviendra un peu dessus, mais c'est vrai qu'Andrea Sorrentino, il a un style très percutant et il nous fait bien ressentir toute la violence physique que ressent Oliver et puis la violence psychologique aussi qu'il y a derrière. Et c'est vrai que j'avais pas noté ce truc-là, mais c'est vrai que finalement c'est hyper intéressant quand tu dis ça. Alors après sur Shadow, juste pour revenir rapidement dessus, c'est vrai que Shadow c'est un personnage qui a été important, notamment dans le run de Mike Grell. Alors on la voit du coup dans Green Arrow The Longbow Hunters que Urban a republié là cette année dans la collection DC Confidential, que je vous encourage à lire si vous aimez le personnage de Green Arrow, parce que c'est vraiment un très très bon récit. Et Shadow, avant les New 52, elle avait ce rôle de femme fatale pour Oliver. Elle était en fait une espèce d'amante de Oliver qui était dans la quarantaine bien tapée et qui était un peu en perte de repère à ce moment-là. Donc c'est un personnage que Michael va utiliser de cette façon-là, et c'est vrai que Jeff Lemire le réintroduit le personnage de Shadow, mais avec une toute autre perspective, qui du coup va sur le second point que je voulais aborder, et sur lequel je pense qu'on va un peu plus s'attarder, qui est tout le renforcement fait de la mythologie de Green Arrow. C'est vrai que je parlais dans mon avis de cet aspect mythique de l'aventure que vit Oliver, parce que voilà, il y a le clan des Outsiders qui va se développer, on va revenir dessus, et il y a aussi toute cette quête en fait avec Oliver qui découvre donc eh bien qu'il fait partie du clan de la Flèche en tant que Green Arrow, que la flèche est un peu son arme totem en fait, son emblème à lui, son arme fétiche en fait, celle qui le représente. Et c'est tout un creusement de mythologie qu'a opéré Jeff Lemire qui est super intéressant, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a cette vibe un peu à la Indiana Jones. Euh, Vous en avez pensé quoi de ce truc-là, parce que c'était quand même assez neuf au final à cette époque-là. Ouais, l'histoire des voilà les sept clans avec chacun représente une arme. J'ai pas relu, hein, j'ai vraiment relu les résumés, mais de ce que je me souviens, voilà, c'est vraiment bien trouvé. En plus, ça lui mène une quête, quoi, trouver réellement tout le monde. Bon, un peu à la Dora l'exploratrice. J'aurais pas dit Indiana Jones, mais bon, ouais, plus gore quand même qu'un Indiana Jones. Mais c'est vraiment bien pondu. Après l'histoire des totems, ça m'a fait penser aussi à Spider-Man et au fait que voilà, l'histoire du totem de Spider-Man, l'araignée et tous les animaux qui en fait qui combattent réellement tous les jours, quoi. Euh, donc ouais, non, franchement c'était aussi une super idée de l'émir d'incorporer ça, quoi. Les Outsiders, ouais, donc pour rappeler, donc c'est une organisation secrète qui réunit donc différents clans, tous avec une arme totem. Donc au-delà des archers, il y a le poing, la lance, la hache, etc. Et qui à la base vise à contrôler les politiques et l'économie mondiale en intervenant s'il y a besoin dans certains pays.
et qui finalement va se retrouver complètement corrompu et avec une quête de pouvoir au sein même des Outsiders, et qui du coup ne va pas du tout aller dans les valeurs de Green Arrow, qui lui est plutôt sur un côté plus social, et surtout qui se révèle de plus en plus social, et surtout depuis la supposée mort de son père. Et donc moi j'ai bien aimé ce côté-là. Le côté mystique, oui, moi je trouvais que c'était bien sympa, aller à la recherche qui retourne en plus sur l'île à la recherche de l'arme totem, etc. Et en même temps il se met un petit peu des œillères, puisqu'il veut pas croire tout ce qu'il trouve finalement dans cette quête, puisque ça va complètement déconstruire tout ce qu'il croyait avoir vécu. Donc il y a vraiment une recherche derrière tout ça, et qui fait que ça va construire le Green Arrow qui arrivera à la fin de ce run. Et encore une fois, l'émir détricote tout pour retricoter tout derrière, et c'est vraiment très, très habile et très bien mené, avec des passages assez forts, grâce à Sorrentino qui les met en image superbement, quoi. Bah oui, c'est clair. Enfin, il y a plein de ces grosses séquences d'action qui sont assez mémorables. Je me souviens le moment où alors je crois que c'est le clan de la Lance, ceux qui ont des casques avec des cornes dessus, qui débarquent sur l'île dans leurs hélicos là, et qui donnent. C'est le bouclier. Oui, pardon, c'est le bouclier, c'est ça. Merci. Et qui débarque donc sur l'île, et il y a une scène vraiment très très impressionnante de prise d'assaut en fait de Oliver, donc à ce moment-là, et puis de l'équipe qu'il a autour de lui à ce moment-là. Et c'est une séquence qui est vraiment très très impressionnante, je trouve. Et c'est vrai que finalement toute cette quête mythique, cette quête initiatique, en fait, ça permet de repositionner Oliver comme un personnage en fait vraiment ancré dans des thématiques sociales, un personnage qui ne veut pas faire les choses comme elles étaient avant, mais qui veut trouver une nouvelle voie, une voie un peu plus moderne. Et c'est vrai que c'est un truc qui est je trouve intéressant dans le récit, en fait. C'est comment Jeff Lemire aborde cette question assez frontalement, en fait, parce que voilà, Oliver en fait va être confronté à tout l'héritage familial, à tout l'héritage que son père a transmis derrière avec ce clan de la Flèche dont il fait partie. Et il y a ce moment en fait à la fin, donc la série est vraiment découpée en 3 arcs. On a le premier arc où vraiment Oliver est mis à terre, toutes ses certitudes explosent littéralement. Donc vraiment, Jeff Lemire fait tout s'écrouler autour de Oliver pour le mettre plus bas que terre. Et ensuite, on a ce deuxième arc, la guerre des Outsiders, donc où tous ces clans vont se mettre sur la tronche, mais où surtout ça va permettre à Oliver de bien trouver un nouveau sens en fait à sa vie, trouver un nouveau sens à son combat. Et donc voilà, Jeff Lemire le remet sur cette perspective sociale de chercher un nouveau modèle, un modèle qui s'affranchit des carcans déjà établis auparavant. Et c'est aussi intéressant parce que finalement les Outsiders, c'est un groupe qui existe déjà chez DC Comics à cette époque-là, enfin avant les New 52. Là je crois que c'est la première fois qu'on les revoit justement dans les New 52, mais Jeff Lemire là encore une fois déconstruit complètement ce qu'on connaissait des Outsiders pour les reconstruire. Avant, les Outsiders c'est un groupe un peu pareil qui agit de manière confidentielle, mais à la solde de Batman en fait, et dans lequel on retrouvait notamment Katana, qu'on retrouve là donc dans cette série là. Et c'est intéressant comment Jeff Lemire il fait ça en fait. Je trouve c'est vraiment quelque chose de super cool. Après on n'a pas du tout parlé du passage avec le Comte Vertigo, qui pour le coup pour moi ce passage là, c'est là où je me suis dit ah bah ouais, ils ont bien fait de mettre Sorrentino là-dedans, quoi. Parce que comment il a quoi, donc le Comte Vertigo il fait de la manipulation mentale en gros, et c'est vrai que du coup le dessin de Sorrentino il colle parfaiement à ce genre de situation. Et alors là il nous livre des doubles pages et des pleines pages assez ouf sur leur affrontement, quoi. Là je suis sur une double page et j'ai le comics en main et il a le doigt sur la tête de Green Arrow et en fait l'arrière de son crâne explose avec des images. Franchement cette splash est complètement folle, c'est incroyable, quoi. Ouais, et puis c'est incroyable, puis c'est vrai qu'elle intervient à ce moment décisif où justement littéralement en fait toutes les préconceptions de la vie passée d'Oliver volent littéralement en éclats. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'oublie toujours en fait quel Comte Vertigo dans cette histoire. Je sais pas pourquoi, c'est un personnage, un méchant tellement osef selon moi que j'oublie à chaque fois qu'il intervient, même quand il est dans des très bons récits. Et surtout que c'est vrai que là il intervient vraiment à un moment charnière, quoi, et je crois qu'il est là le temps de quelques épisodes et il revient à la fin.
Mais ouais, enfin, c'est là où on voit vraiment le talent d'Andrea Sorrentino, toutes les idées qu'il a pour mettre en valeur tout le script en fait de Jeff Lemire. En fait, les zooms d'action qu'il arrive à faire avec des petites cases, en fait, il met des cases partout et c'est tout le temps ciblé sur ce que tu dois regarder dans l'action. Je trouve que c'est très cinématographique et ça fonctionnerait super bien au cinéma, quoi. C'est des zooms ultra rapides en fait sur la zone d'action que tu dois regarder. Ouais, bah moi je peux faire quand j'avais fait la review justement du Green Arrow, puis après j'avais fait un article où je revenais un peu sur Andrea Sorrentino et je disais qu'il me faisait vraiment penser à un cinéaste hongkongais quoi. Enfin c'est un John Woo, c'est un Tsui Hark pour celles et ceux qui connaissent ces réalisateurs là. C'est vraiment un mec qui a le sens du détail et qui surtout veut te focaliser à chaque fois dans l'action sur un point bien précis. Il veut vraiment que tu aies ton attention concentrée là-dessus et il veut vraiment mettre en valeur toute la violence et la frénésie qui ressort des séquences d'action. Et c'est vrai que, enfin, Andrea Sorrentino, pour moi, ça a été une vraie découverte à ce moment-là avec Green Arrow. Mais putain, quelle découverte quoi, parce que bah du coup, enfin voilà, il y a Green Arrow. Ensuite, il va faire quelques petits numéros par-ci par-là chez DC Comics, mais il va surtout se réunir à nouveau avec Jeff Lemire sur Old Man Logan, où c'est pareil. Enfin, Old Man Logan, scénaristiquement, c'est pas ouf. Mais alors putain, les pages qui te claquent, le mec, il y a des trucs juste complètement tarés. Et puis bah évidemment, là aujourd'hui, il y a Gideon Falls. Et Gideon Falls, il arrive à renouveler son style tout en toujours mettant ce que tu disais, Twip, ces petits zooms en fait, vraiment sur des points de détail pour que ton attention soit concentrée là-dessus et que tu comprennes ce qui est important dans la page que tu es en train de regarder et vraiment ce sur quoi tu dois focaliser ton attention. Ouais, comme dans Joker Killer Smile ici qu'on a reviewé il y a pas longtemps. Et il y a une splash page aussi avec justement le psy où on dirait que toute sa vie éclate en petites cases. C'est une double page qui était vraiment tarée aussi. Je me suis dit ouais bah Sorrentino il a plié le game de l'inception de comics. C'est un truc de fou ce mec. Enfin, voilà. Après, je suis sûr il y a des détracteurs, il y a des gens qui n'aimeront pas quoi. Parce que bon voilà, les visages c'est très photoréaliste, c'est très précis, mais en même temps c'est toujours un peu cracra, c'est un peu dégueulasse. Et ouais voilà. Mais sinon sa mise en image et ses découpes, c'est pas de la ligne claire quoi. C'est un truc c'est un truc vraiment personnel et je crois qu'une fois que tu as un style tellement particulier qu'on te reconnaît, je pense que t'as passé un stade en fait dans l'univers du dessin, je pense. Ah bah oui, carrément, enfin lui il a un style vraiment reconnaissable. Moi le seul problème que j'ai avec Andrea Sorrentino, c'est que en fait les visages qu'il fait aux personnages notamment masculins en fait c'est toujours les mêmes quoi. Il y a très peu il y a rien qui change en fait et il y a toujours les mêmes coupes de cheveux. Bah, Et Magus, je me souviens Magus c'est le gars principal de Gideon Falls quoi. Ouais c'est ça. Je sais plus son prénom déjà, mais c'est vraiment lui quoi. Quand tu regardes bien. Norton. Ouais, Norton voilà. Norton Sinclair c'est Magus quoi. Enfin, voilà. Ah non mais c'est ça. Dans Secret Empire il y a aussi on voit Hawkeye dedans et enfin t'as l'impression en fait Clint c'est Oliver Queen en fait. Je me souviens quand j'avais lu Secret Empire j'avais explosé de rire en me disant putain qu'est-ce qu'il fout là Green Arrow il s'est paumé quoi. Ouais. Et tout à l'heure tu parlais Twip des petits des endroits où il mettait que le regard là dans son dessin et ça me faisait penser aussi au moment où il se fait péter le tympan par le comte Vertigo justement et où après tout au long de l'épisode qui suit il a une petite astuce graphique où sur l'oreille à chaque fois qu'il s'est fait éclater il a une petite il a l'espèce d'onde du comte Vertigo qu'il est à son oreille et pour qu'on n'oublie pas justement qu'il est handicapé complètement suite à cet incident quoi. Et il a toujours ces petites astuces ouais, comme tu dis pour te dire regarde souviens-toi et que tu sois complètement dans l'action quoi. Ouais et puis c'est super intelligent je trouve en plus pour ne pas forcer tu sais Jeff Lemire à répéter que bah voilà Oliver s'est pris une attaque de la part du comte Vertigo et qu'il il est un peu sourd d'une oreille donc il est forcément déstabilisé dans sa visée. Je trouve ça hyper intéressant en fait que dans chaque scène d'action t'as ce rappel graphique
qui te montre, ah oui, bah du coup il va très certainement se foirer ou devoir se concentrer encore plus parce que bah voilà, il est en galère à ce moment-là parce qu'il y a eu cette attaque de vertigo à ce moment-là. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment déjà dès ce moment-là une grosse synergie entre les deux. Et c'est assez remarquable en fait. Et donc c'est vrai que bah du coup il y a toute cette quête mythique donc que Oliver va poursuivre donc dans le deuxième arc suite à donc ce qui se passe où tout le premier arc en fait vraiment déconstruit. Donc dans le premier arc à la fin il va justement aller voir le comte Vertigo pour aller libérer donc ce personnage qui est donc Shadow qu'il en fait rencontre un peu par hasard. C'est par Shadow que tous les secrets et donc toute la vie en fait d'Oliver va complètement et littéralement exploser. Tout ce qu'il pensait savoir en fait va littéralement exploser, notamment parce que bien voilà, Shadow lui révèle qu'elle était l'amante en fait de son père, donc de Robert Quinn. Donc c'est déjà un premier changement sur le personnage de Shadow, et c'est que la première, j'ai envie de dire, escalade dans la déconstruction de la famille Quinn qui est en train d'opérer Jeff Lemire en fait. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur sur la manière dont il traite la famille Quinn, Jeff Lemire, notamment parce que il y a ce twist qu'on découvre lorsque Oliver revient sur l'île avec Shadow pour retrouver justement la flèche sacrée, donc la flèche totem, où bien il découvre que en fait son père est encore en vie et que c'est en fait lui qui a absolument tout manigancé depuis le départ, même le crash d'Oliver sur l'île en fait. Oui, c'est ça. Il a orchestré sa vie entière en fait pour le mener là où il voulait quoi. Donc oui, donc il a la révélation de Shadow, de la liaison de son père, et Miko aussi du coup, il apprend qu'il a une demi-sœur. Et tout ça donc son père vivant, tout ça en parallèle que sa mère perd le combat contre le cancer, du coup décède pendant les années où il croit son père mort quoi. Et donc il est complètement chamboulé, et il en veut aussi à son père d'avoir laissé donc sa mère mourir en le croyant lui mort quoi. Ouais, c'est ça. Vous m'avez vas-y. m'avez spoilé carrément parce que je me rappelais plus du tout. Je l'ai lu, mais ouais, c'est vrai que le père en fait qui était vivant, j'avais complètement, parce que je vous dis j'ai pas relu jusqu'au bout, mais c'est vrai que ouais, je me rappelais plus du tout de ça. Et Miko, bien sûr, oui, parce que forcément quand tu continues à lire les histoires de Green Arrow en fait par la suite, tu l'as tout le temps avec lui, et voilà, la relation sans l'émir, elle a continué, elle est sympa, je trouve. Donc voilà, ça fait un peu justement, même si là c'est père-fils, c'est un peu Batman et Damian, et que là c'est frère et sœur, donc c'est un peu dans le même esprit, et tout ça aussi pour quand même que son père remeure devant lui, je pense, oui, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc, ouais, il a pas retrouvé longtemps. Ouais. Okay. Je sais pas ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, parce qu'en fait, son père est tellement ancré dans cette quête mythique de retrouver l'arme totem, de remettre Oliver dans cette direction, en fait, et donc de le faire prendre les commandes, en fait, des Outsiders, parce que le but final de Robert, c'est un peu ça. C'est que Oliver et donc la famille Quinn prennent la tête des Outsiders et dirigent, en fait, ce clan qui veut contrôler un peu tout ce qui se passe sur les sphères politiques, économiques, etc. Et que Oliver réfute, enfin complètement en bloc, lorsque déjà quand il apprend que son père est en fait encore en vie et que il s'est jamais manifesté à aucun moment, et que même pire, il l'a torturé lorsque Oliver était sur l'île. Bon, c'est sûr que c'est le genre de relation père-fils qui t'en met un coup dans la gueule. Donc déjà ça remet sur de bonnes bases la relation avec ton père, qui était déjà pas au beau fixe de ce qu'on en comprend dans les différents flashbacks qui sont mis en place par Jeff Lemire. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que Oliver rompt avec les anciennes traditions. C'est vraiment que là, Oliver va littéralement envoyer chier son père sur la fin, en fait. Il va refuser de prendre en charge les Outsiders et un peu les laisser se débrouiller dans leur caca, quoi. Oui, déjà, il essaye de le bloquer sur l'île lorsqu'il part pour affronter les Outsiders. Chose qu'il n'arrive pas à faire bien sûr, et après une fois qu'il est mort, il refuse cet héritage en brisant symboliquement la flèche totem quoi. Il coupe le cordon.
Ouais, c'est ça, il y a toute cette symbolique, quoi. Et c'est vrai tu parlais d'Emiko, Twip, et c'est vrai qu'Emiko, moi, c'est un personnage qui me fait penser à Damien. Enfin, clairement, le modèle du personnage, c'est Damien, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment la gamine arrogante, sûre d'elle, déterminée. Bah super, super, ouais, super entraîné. À la limite, la première rencontre, enfin voilà, plus balèze que lui, tu vois, c'est vraiment le même principe, hein. C'est c'est vraiment la même base de personnage. Mais voilà, c'est bien foutu, ça marche quoi. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche, on y croit quand même quoi, tu vois. Elle veut être Green Arrow à la place de Green Arrow aussi, un peu comme si t'as... Voilà. Il y a une, ouais, j'avais vu ça, il y a bah comme on spoil, on s'en fout, il y a un gros cliff où elle dit non non, c'est moi, je suis Green Arrow. Mais quand elle revient à Seattle, quand elle revient à Seattle, elle dit je suis Green Arrow. Fait, non, t'es pas Green Arrow. Mais après, vu qu'on spoil et qu'il y a l'épisode de Future's End à la fin elle est Green Arrow au final. Ouais. Dans Future Ends. Ouais, c'est ça, ouais, dans Future's End, ouais, elle est là, Green Arrow, qui protège Seattle, ouais. Ouais, c'est la même chose enfin, on compare encore avec Damian, mais Damian devient aussi le Batman dans un des futurs alternatifs que Grant Morrison propose. Ouais, il devient aussi Ra's al Ghul, attention. Mais ce que je trouve intéressant justement dans les parcours justement de Emiko et de Oliver, c'est que chacun à leur façon en fait ils vont vraiment renier les héritages, parce que du coup Emiko, pour donner un peu plus de contexte, en fait elle a été volée à Shadow, qui est donc sa mère, parce que voilà, Shadow a été faite prisonnière chez le comte Vertigo. C'est pour ça que Oliver va la sauver complètement par hasard, plus ou moins en tous les cas, parce qu'on suspecte que c'est quand même manipulé aussi par son daron derrière. Mais en tous les cas, voilà, Shadow a perdu en fait Emiko, qui lui a été confisqué donc par Komodo, le grand ennemi qui attaque et qui met complètement à plat Oliver Queen au début. Et ce Komodo en fait qui veut lui prendre totalement le contrôle des Outsiders en trouvant justement la flèche totem, et il veut se servir de Emiko pour ça, parce que Emiko a un talent naturel pour l'arc, forcément hérité de sa mère et de son père, parce que Shadow et Robert Queen sont deux grands archers, peut-être parmi les meilleurs du monde. Mais chacun à sa façon, elle et Oliver vont complètement rejeter ses héritages. D'abord Emiko en rejetant complètement Komodo, qui lui a vendu en fait des mensonges à répétition pendant toute son enfance en fait. Et là, quand on la suit, elle commence en fait son adolescence, elle a 11 ans. Et voilà, c'est un personnage qui est du coup encore en pleine construction, mais qui va très rapidement rejeter tout ce qu'on lui a appris en fait, et va rejoindre Oliver dans son combat. Ça va être une des thématiques de fin, c'est ce qui sera aussi exploré plus tard par Ben Percy quand il reprendra la série. C'est toute la façon dont Emiko va rejeter et se recréer une identité, un peu comme Damian l'a fait aussi ultérieurement, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'ils se rejoignent complètement sur ce côté rejet des parents, quoi, voilà. Et une sorte de petite rébellion, on va dire, mais bon, qui refuse leur agissement en fait. Et finalement, ils se retrouvent frères et sœurs dans le même combat, quoi. Et elle lui dit en plus, en gros, quand elle revient, elle lui dit que c'est le seul qui lui a pas menti, parce que les autres ont fait tellement de mensonges que c'est pour ça qu'elle vient voir Green Arrow, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a ce dialogue-là que je trouve hyper touchant en plus. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont tous les deux. On la voit que pendant quelques pages chez Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, mais c'est vrai qu'on sent déjà qu'il y a une connexion très forte entre les deux en fait, et c'est super cool et c'est super attachant, et c'est bien rendu par les dialogues. Et du coup, toi, Captain, je sais que t'es habitué des récits de Jeff Lemire. Twip, t'en lis beaucoup aussi? Ouais, moi je suis fan aussi, je suis fan de Lemire. Il manque quand même deux trucs que je dois encore choper ici, que j'ai pas lu. En même temps, il y a beaucoup de tomes, c'est Sweet Tooth. Et j'ai aussi de côté Trillium que j'ai pas encore lu. Mais sinon, ouais, j'ai lu pas mal de Lemire. Et ouais, il fait partie clairement des scénaristes que je préfère, quoi. Ici, ces dernières années, c'est clairement le top. Après, on peut dire aussi qu'il utilise toujours un peu les mêmes techniques, tu vois. Mais c'est un peu ce que font tous les meilleurs scénaristes, en fait, hein. Ils déconstruisent un peu pour voilà. Ils utilisent toujours un peu les mêmes clés d'écriture, donc voilà. Mais les Myres, c'est vraiment ce que je kiffe. Et
Bah, la plus grosse claque, c'est Black Hammer. Bah, je pense que, je sais pas, vous avez déjà fait une émission sur Black Hammer? Non, 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 on la fera très certainement ouais, bientôt. Comme ça, je pourrais faire mon pisse froid. Ce sera très bien. d'accord. Parce que moi, contrairement à vous, je suis pas fan de Jeff Lemire. Après, on peut ne pas être fan, mais il a quand même le mérite de connaître ses sujets. C'est-à-dire qu'il arrive sur Green Arrow, il a une culture solide sur le personnage, et il arrive, tu vois, quand dans Black Hammer, on voit que le mec, il a une culture énorme sur tout le genre super-héros. Il fait des essais aussi, hein, avec notamment, j'ai aussi oublié le nom là de ce comics à moitié. After Death. Ouais, voilà, c'est ça. Il a quand même, il essaye il se met un peu en danger, hein, quand même. Donc, il a le mérite d'essayer des choses, quoi. J'ai même participé à son premier comics là, qui est sorti euh, chez. Comment ça s'appelle encore? Key Comics, je sais plus. Ouais, Kai. Ouais, ça, Kai Comics. Lost Dog, qui était pas mal. Il dessine aussi, enfin, il dessine. On va peut-être pas utiliser ce mot-là, mais il griffonne, il griffonne aussi, donc ouais, voilà. On voit que dans tous ces comics, il parle de la famille, quoi. La famille, c'est vraiment son point d'orgue, et il y passe. Dans tous ces comics, c'est la famille. Bah ouais, c'est justement là-dessus que je voulais arriver en fait, c'est que ça a beau être un comics de super-héros, et donc on pourrait se dire forcément que bah l'auteur met de côté ses habitudes. En fait, pas du tout, parce que Jeff Lemire ici raconte vraiment l'histoire d'une famille. Alors, une famille complètement dysfonctionnelle, mais en même temps, c'est aussi ce qu'il raconte le plus fréquemment. C'est toujours des familles dysfonctionnelles, des familles qui ont du mal à s'entendre, des familles qui déconnent. Là, ça va vraiment très loin avec tous les mensonges de Robert, mais c'est exactement ça en fait. Ouais, bah, c'est complètement son thème de prédilection, et il le fait très bien, puisque du coup, il casse toute la famille, donc de Green Arrow, de Oliver plutôt. Et derrière, à la fin, il a reconstruit en faisant prendre conscience donc à Oliver que sa famille, c'est pas forcément les liens du sang, et que notamment avec il y a Emiko, il y a Deagle aussi, il y a Naomi, il y a Fif, voilà, et tout ça, ça devient un peu sa nouvelle famille, quoi. Oh, on n'a pas trop parlé des personnages secondaires, justement, parce que moi, je sais que c'est dans la conve, et je sais que. Ouais, non, après, voilà, moi, je vous dis, j'ai pas relu beaucoup ici, mais là, c'est un peu cliché, surtout avec Fif, mais voilà, le geek, un peu, ouais, vraiment le cliché du geek, et ça, c'est un peu dommage, c'est peut-être dans les points négatifs. Sinon, voilà, en fait, faut se dire qu'il devait un peu surfer sur la série qui cartonnait. Et la venue de Deagle, ça a été vraiment aussi vraiment fait exprès. Donc on lui a demandé de le réintégrer dedans. Donc voilà, ouais, c'est peut-être le péché du comics, quoi. C'est les acolytes, en fait, de Green Arrow. Ouais, bah oui, c'est ce que j'avais noté dans le conducteur qu'on a fait. C'est qu'en effet, les acolytes, ils sont à la fois très clichés. Donc on a Henry Fife, qui est donc le nerd de base, quoi. Enfin vraiment, mais le nerd qu'on pouvait avoir dans le cinéma des années 80-90, qui sert juste pour ses compétences techniques, hein, et n'a aucune consistance en fait derrière. À côté de ça, on a aussi Naomi, donc dont Henry Fife est amoureux, mais elle n'est pas amoureuse de lui, elle est amoureuse de Oliver parce que il est trop beau gosse, et il est milliardaire, et puis il est trop fort, c'est Green Arrow, quoi. Donc pareil, le cliché de la pain-bêche qui sert pas à grand chose, qui va évoluer un peu à la fin, mais enfin vraiment c'est pas ouf. Et par contre, c'est vrai que c'est marrant parce que oui, Deagle, forcément c'est DC qui lui demande d'intégrer ce personnage-là parce que bah, la série marche beaucoup, donc il faut surfer là-dessus, il faut attirer le public de la série télé vers le comics, ce qui marche évidemment à chaque fois, on le sait, les chiffres de vente le prouvent à chaque fois. C'est une stratégie éditoriale qui fonctionne à plein régime. Bref, c'est vraiment le genre de stratégie complètement con, mais ça marche bien, je trouve. En fait, Deagle, il est plutôt cool, il est plutôt bien intégré dans le récit, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. Son
son introduction qui est faite lors de... En plus, je pense qu'on lui a imposé donc le fait de mettre Deagle, et on a dû en plus lui imposer le fait d'avoir un épisode avec Batman en zéro, là, de Schneider et Capullo. Et du coup, il en profite à cet endroit-là pour faire venir Deagle, justement, qui est donc le garde du corps de la mère d'Oliver Queen. Et c'est là qu'il va faire sa connaissance, c'est là qu'il va voir qu'il peut avoir confiance en lui. Et d'ailleurs, en plus, sur cet épisode, c'est un moment où l'émir montre que Green Arrow n'est pas un sous-Batman, vu qu'il rivalise complètement avec lui face aux méchants là, qu'ils affrontent à ce moment-là. Mais bon, du coup, voilà. Donc, du coup, pour Deagle, je trouve que justement, il a été amené de façon intelligente et qu'il est plutôt bien utilisé tout au long. Peut-être pas assez, peut-être on aurait peut-être aimé un peu plus de profondeur, mais je trouve qu'il est bien. Il vient aussi lorsqu'il affronte le big boss, on va dire, du run, là, qui est Richard Dragon. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un peu lui qui arrive à la fin. Et donc, c'est lui qui, en plus, qui est la cause de Richard Dragon. C'est-à-dire que c'est même pas Oliver Queen, c'est bien Deagle. Et en plus, il arrive dans l'affrontement final. Donc je pense qu'il est plutôt bien utilisé. Après, oui, c'est vrai, les petits personnages secondaires de Naomi et Fif, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu se passer de ces quêtes amoureuses ou ces petites choses-là, mais bon, voilà, c'est anecdotique quand même, quoi. Anecdotique, pardon. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas non plus, ça prend pas non plus trop de place, hein, c'est juste, de toute façon, ils ont quoi? Il doit y avoir 2-3 scènes à tout péter, donc. Bah, c'est bien que c'est sur la CW, c'est l'inverse, quoi. C'est la love story d'abord avant le reste, quoi. Donc ça va, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que Naomi, elle trouve de la profondeur à la fin. Je trouve quand elle pique l'arme de Red Dart, donc qui est une des méchantes qui a réuni Richard Dragon autour de lui, qui a une espèce d'arme autour des poignets qui envoie des fléchettes un peu gadget. Donc elle finit par lui piquer et s'en servir. Et en plus, encore une fois dans Future Ends, elle devient elle-même Dart, un peu une espèce d'héroïne. Et donc c'est juste à la fin que tu dis « Ah, mais en fait c'est cool !» Et tu dis « C'est dommage, quoi. Elle peut être cool, quoi. » Ouais, clairement, je me suis fait la même réflexion. C'est vrai qu'elle est cool, mais à la fin, dans une scène, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais, je me souviens pas, je suis désolé. Il va falloir que tu relises un tweet. Ouais, c'est clair que... Bah, j'ai commencé... Attends, on va refaire l'émission, tu vas relire, on va faire l'émission. Ouais, mais j'ai feuilleté, j'ai lu les résumés, et je me suis dit, ouais, putain, quand même, ça date de 2015, ce truc, merde. Ah ouais, ça file, ouais, c'est clair. Ouais, ça file. Hein. Ah ouais, c'est... Ouais, 2014, faut pas déconner, ouais, j'ai bien vu. Ouais, non, mais voilà. Ben, comme quoi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure pour en manger. Hein. C'est pour ça, c'est un indispensable. Ouais, mais il y a quand même un autre problème que moi je trouve et qui m'a frappé, enfin qui m'a encore frappé quand j'ai relu. Je trouve le dernier arc quand même bien court pour vraiment être pleinement appréciable. Tu l'as dit, Captain. Donc on a le troisième arc qui s'appelle donc Brisé en français. Et où en fait Oliver revient à Seattle après avoir envoyé chier à peu près tout le monde et notamment donc les outsiders et puis les vieilles traditions, notamment celles que son père voulait perpétuer. Donc son père est mort sous ses yeux et donc Oliver rentre à Seattle et Seattle est en fait assiégé par Richard Dragon qu'on a vu prendre en puissance en fait au fur et à mesure de quelques pages glissées par-ci par-là dans les numéros précédents. Donc ça sort pas de nulle part et ça c'est assez intelligent de la part de Lemire, il mène vraiment bien son récit là-dessus. Et Richard Dragon va s'entourer de toute une clique de méchants, et notamment on va retrouver le comte Vertigo. Mais ce dernier arc qui dure 3 numéros, et je le trouve quand même bien maigre pour les enjeux qu'il pose, et puis pour le bien du développement des personnages. Je trouve ça vraiment, je le trouve vraiment dommage cet arc-là en fait. Ouais, mais t'as le numéro de Future Zen à la fin. Ouais, mais on s'en bat les couilles de ça. Et je sais pas si dans l'intégrale ça y est, mais dans le tome 3 il y a Secrets Origins aussi au début. Ouais, ça y est aussi dans l'intégrale. Pour épaissir un petit peu.
C'est vrai qu'il est court, c'est vrai qu'il est dense. Je m'attendais aussi. Alors en fait, j'avais lu ton conducteur avant et où tu disais que tu le trouvais court. Donc je me suis dit mince. Donc je suis arrivé dessus et j'ai pas eu tout à fait ce sentiment de court parce que quand même c'est bien rempli. T'as quelques scènes assez mémorables de Arrow et Deagle ensemble, etc. Où ils se retrouvent finalement, où ils reviennent parce qu'en fait ils se séparent à un moment donné, donc les flashbacks nous montrent pourquoi, et en fait là ils reforment une équipe, ils se retrouvent et tu ressens que ça match entre eux, quoi, que voilà, ça va redevenir une paire de héros, notamment la scène de l'ascenseur. Alors il y a beaucoup de scènes en ce moment dans les comics qui se passent dans des ascenseurs. Voilà, il y a quand même des éléments qui font bon. Alors ouais, peut-être un épisode de plus, allez, pour te faire plaisir, quoi. Ah non, je pense que tu dis que c'était court parce qu'en fait, c'est quasiment que de l'action sur 3 numéros. Ouais. Et en fait, ça se lit très très vite. Et alors, t'as l'impression que c'est vachement court, mais je pense qu'il finit bien et qu'il explique bien ce qui doit se passer, quoi, tu vois. Bon, maintenant, la dernière page, elle fait un peu... voilà, c'est un peu convenu. C'est un peu comics, mais c'est ce qu'on aime, mais... Enfin voilà, non, moi je trouve pas que c'est... Tu parles de Green Arrow et Nico, un peu, ouais. Ouais. Vraiment dernière page du comics, mais ouais, je comprends pourquoi tu dis que c'est court. Maintenant, est-ce que c'est bâclé? Je pense pas. Bah, c'est pas bâclé pour moi, c'est juste que c'est un peu précipité en fait. Je trouve que en 3 épisodes, pour ce qu'il a à raconter, ça fait un peu trop compressé et un peu trop dense pour qu'il ait vraiment le temps de vraiment bien nous raconter, nous narrer les choses en fait. C'est ça que je trouve un peu dommage. Et après, mais c'est un point de détail, hein, franchement. Alors oui, c'est juste pour faire le chieur. Oui et non, mais en fait, je pense que tu le considères comme un 3 épisodes, sauf que comme tu le dis, toute la montée en puissance de Richard Dragon, elle se fait depuis le début, depuis les premiers épisodes où on le voit revenir, on le voit mettre à genoux la pègre de Seattle, on le voit dans un premier affrontement avec Shadow, et en fait tout le long il est là. Et alors si tu récupères tous ces passages et que tu les mets avec cet arc là, en fait tu t'aperçois que c'est pas si rapide que ça, quoi. Parce qu'en fait, il y a juste qu'au moment où Green Arrow revient, c'est déjà la merde. Oui, bah oui, parce que Richard Dragon a mis toute son opération en place. Donc je ne te laisserai pas dire du mal de Green Arrow. Non, monsieur. Non, monsieur, je ne vous laisserai pas, monsieur Grincheux, dire du mal. Mais je grinche, donc si, évidemment. Non, mais après, c'est vraiment un point de détail, parce que malgré tout, je trouve que le dernier arc est super satisfaisant. Et il y a des grands moments, et c'est là où Green Arrow devient vraiment le Green Arrow qu'on connaît maintenant. Jeff Lemire a vraiment réussi à remplir son rôle et sa fonction de scénariste qui devait réhabiliter Green Arrow. Et je trouve que là-dessus, le dernier arc marche vraiment. Et puis c'est vrai que ça marche encore dans la relation avec Deagle, dans le fait que Deagle est un personnage quand même assez satisfaisant, parce qu'il y a cette scène de l'ascenseur qui moi me fait mourir de rire, mais parce que j'adore aussi les scènes d'ascenseur dans le cinéma hollywoodien et dans le cinéma de série B, donc forcément ça me plaît. Mais il y a plein de petits moments qui fonctionnent, c'est juste que je trouve que c'est un peu trop compressé. Il y a un 4e numéro, ça aurait peut-être pas été de mal. Par contre, je pense qu'on peut revenir quand même sur le numéro de Futures End, qui du coup sert un peu de conclusion. Alors je sais que dans l'intégrale c'est vraiment le tout dernier numéro qu'on a, je sais pas si c'est pareil dans les tomes individuels. Ouais, ça vient après la fin. Ouais, c'est ça. Et enfin, ce numéro de Futures End, alors à la fois il est intéressant parce que je trouve qu'il bouge quand même certaines thématiques, et il donne à voir des conclusions, notamment avec les Outsiders qui sont reformés, donc on voit un peu comment ils sont regroupés. On voit donc Emiko qui est Green Arrow, Naomi qui a enfin une utilité dans ce foutu merdier, c'est pas dommage, même si c'est un peu couillon de l'avoir juste là. Donc il est intéressant de ce côté-là, mais en même temps, comme il est ancré dans l'intrigue de Futures End, donc avec cet artefact que Oliver a retrouvé, qu'il doit transmettre à Lois, et en fait, je trouve juste que si tu lis pas Futures End, en fait, t'en as juste rien à branler en fait de ce numéro-là, quoi. Ouais, complètement. Alors, je me suis dit la même chose parce que en fait, déjà, tu sais pas qu'est-ce que c'est que cet artefact, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais pas pourquoi il a besoin des Outsiders, tu comprends rien parce que moi je l'ai pas lu, Futures End. Donc d'accord. Mais alors par contre, le fait de voir Emiko en Green Arrow, tu dis ah ouais.
En fait, d'accord, il va vraiment la former pour qu'elle devienne le Green Arrow. Le Naomi qui devient Dart, ok, c'est cool. Voilà, juste ces deux éléments. Moi, je me dis, ah bah tiens, je suis content d'avoir lu ça rien que pour ça. Après, ouais, j'ai rien compris de l'intrigue qui s'y déroule, quoi. Je te rassure, j'ai lu Future's End, j'ai rien compris non plus. Ouais, j'avais fait une vidéo à l'époque d'ailleurs sur le tome 1 de Future's End. Ouais, bah c'est pas folichon quoi. Ah non, Future's End c'était pas foufou, non. Bon, ça me rassure que j'ai rien loupé alors. Ah bah non, t'as rien loupé, en plus Future's End y a pas de fin, donc c'est génial. Ah bah c'est con, vu le titre en plus, quoi. Ah bah oui. Bah, je l'avais pris pour Batman Beyond en fait. Ouais, mais c'est ça en fait. Pour finir, il est pas trop dedans quoi. Et bah en fait, il est pas dedans, et en fait, la fin de Future's End est dans la série Batman Beyond qui a été relancée après. Donc après, ouais, je pense aussi qu'ils l'ont mis pour épaissir un peu le bouquin, quoi. Oui, Urban, oui, il l'a mis là-dedans. Après, le placement, enfin, Jeff Lemire était dans l'équipe scénaristique de Future's End. Future's End, en fait, pour vous expliquer un peu, si vous l'avez pas lu et si vous savez pas de quoi on parle, c'était donc une série hebdomadaire qui était publiée chez DC Comics, donc un numéro toutes les semaines, et donc il y avait une équipe de 4 scénaristes qui étaient dessus, et Jeff Lemire faisait partie de ces 4 scénaristes qui se relayaient, et il avait là en charge justement l'intrigue qui impliquait donc Green Arrow qui avait soi-disant disparu, ou en tout cas qui était mort. C'est ce qu'on voit en fait dans le numéro de Future's End, et il y a toute cette intrigue là en fait que gère Jeff Lemire, donc c'est pour ça qu'il y a ce numéro là qui est intégré dedans, parce que forcément il y a des rebonds, Sandra Sorrentino aussi, voilà, ça permet de conclure un peu quelques trucs par-ci par-là pour le run de Jeff Lemire. Mais oui, fondamentalement, si t'as pas lu Future's End, tu débarques au milieu du truc et tu te dis mais c'est quoi ce triangle à la con, pourquoi il parle de Lois Lane, c'est quoi, tu comprends vraiment rien, c'est quoi Cadmus, enfin ouais. Enfin, bref, moi j'ai lu, même pour avoir lu Future's End, je me souviens même plus de ça, donc ouais. Et vous êtes quand même parti pour 4 gros tomes de Future's End chez Urban Comics, à mon avis peut-être à 30 balles le tome, je pense. C'est du 28 balles le tome, je crois. Ouais, j'ai lu ça à l'époque. Il y a des trucs que j'ai kiffé, mais je me rappelle franchement mais plus du tout de l'histoire quoi. C'est incroyable. Ouais, parce que l'histoire était pas mémorable non plus. C'est sûr qu'on ne fera pas un indispensable là-dessus, d'autant que, comme je le dis, vous arrivez à la fin du 4e tome et il n'y a pas de fin. Donc voilà, vous êtes content de vous être tapé autant de numéros pour ça. Bah écoutez messieurs, je pense qu'on a fait un bon gros tour de Green Arrow. Je sais pas si il y a quelque chose qui vous vient en tête à rajouter. Non, à rajouter comme ça. Je pense qu'on a parlé un peu de tout ce qui faisait le corps de ce titre. Bah je pense aussi. Je pense qu'on a fait un gros balayage. Évidemment, à la question est-ce que c'est un indispensable du comics, je pense que la réponse est quand même plutôt évidente, mais bon, on va quand même le dire. Oui, pour moi c'est un indispensable. Ouais, pour moi aussi, et encore plus si vous n'aimez pas Green Arrow, quoi. Il faut le découvrir ici, quoi. Bah ouais, pour moi aussi c'est un indispensable, et comme tu l'avais mis dans le conducteur aussi, je pense que si les gens justement veulent débuter ou au moins lire au moins une histoire sur Green Arrow, je pense qu'ils peuvent lire ces 3 premiers tomes de Green Arrow, quoi. Ah bah oui, clairement c'est... Lire ces 3 tomes de New 52 et après passer directement au Rebirth à la rigueur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi par contre. Et voilà, donc du coup... Ouais, non mais clairement. Ouais. Et si vous ne connaissez pas Sorrentino, vous serez surpris par toutes ces astuces. Bon, après, je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui ne connaît pas Sorrentino aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment de voir son arrivée fracassante dans le grand monde des comics, même si, comme tu disais, il avait fait iZombie. Voilà, là, il met des claques, il met des grosses claques, et voilà. Et la naissance d'un duo mythique maintenant, quoi. Ah bah clairement. Il y a quelques duos comme ça dans l'industrie du comics. Il y a Kirby, Stanley, il y a Capullo, Snyder, on va dire. Mais il y a surtout Lemire et Sorrentino. Ouais. Ouais, ils ont marqué. Je pense qu'ils marquent l'époque en ce moment, quoi. Je pense que bon, il est peut-être encore un peu tôt pour les mettre dans les grands noms. Qui comme les Kirby, les Stanley, les machins, parce que voilà, l'histoire est encore longue à tracer et qu'ils peuvent monter, ils vont monter encore, mais en tout cas en tant que duo, forcément ils marquent les 10 années qui s'écoulent là, ils les marquent de leur travail ensemble, quoi.
Ils ont quand même fait deux séries qui sont quand même acclamées par la critique et par le public aussi derrière. Enfin, le Green Arrow, il a quand même été souvent salué, et puis là, le Gideon Falls, c'est pareil, quoi. À chaque fois qu'il y a un tome qui sort, c'est généralement les avis sont dithyrambiques dessus, donc c'est quand même un duo qui aujourd'hui marque. On verra sur la durée, évidemment, on verra s'ils continuent à collaborer ensemble, ce qu'ils vont faire ensemble. J'espère qu'ils vont continuer à collaborer ensemble, parce que je pense qu'ils ont encore des belles choses à nous proposer. Mais on verra sur la durée. Mais oui, je pense quand même que sur les 10 dernières années, il n'y a pas eu de duo aussi mythique et qui s'est autant nourri l'un de l'autre, en fait. C'est surtout ça qui est assez impressionnant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que c'est vraiment, tu sens que ça marche entre eux, quoi. Ouais, ils se sont trouvés. Ouais, c'est exactement ça. Ils se sont carrément trouvés, en fait. Ouais. Ce serait intéressant de savoir si c'était la volonté de l'un avec l'autre, ou c'est DC qui leur a dit ah bah tiens, toi tu bosses avec lui, ou tu vois, s'il y a quelqu'un qui a eu le nez creux un jour, j'en sais rien. De ce que t'en comprends dans la post-phase de Gideon Falls, dans le tome 1 qui est paru chez Urban, c'est DC qui les a rassemblés. Hein. Ils se connaissaient pas. Ils ont vraiment été rassemblés là-dessus. Après, typiquement, quand Marvel a embauché Jeff Lemire pour le faire bosser sur Old Man Logan, c'est lui qui a demandé à Andrea Sorrentino de venir. Et enfin, ça sent que la série n'est faite que pour Andrea Sorrentino, que Andrea Sorrentino s'éclate, parce qu'il y a que, le scénario est cool, mais c'est surtout les planches de Andrea Sorrentino qui valent le coup. Sinon, à côté de ça, le scénario est pas ouf. Et donc oui, sur Gideon Falls, par contre, oui, c'est un projet clairement collaboratif, et là-dessus, on sent qu'ils s'éclatent tous les deux. Mais c'est vrai que je vous rejoins, ce Green Arrow là, si on connaît pas le personnage, qu'on a envie de le découvrir, et alors pas forcément sur son volet social, parce que c'est finalement pas ce qui percute le plus là-dedans, mais si on veut vraiment découvrir qui est le personnage, et puis surtout si on veut se prendre un bon récit d'action, mais qui a quand même des choses à raconter derrière aussi, parce que voilà, ça parle de la famille, ça parle de famille dysfonctionnelle, et ça parle de casser un peu les voies traditionnelles, de tracer sa propre route, en fait. C'est quand même un récit qui est super intéressant là-dessus, c'est un bon point d'entrée dans l'univers de Green Arrow, surtout que du coup Urban Comics l'a rassemblé en un seul tome aujourd'hui, donc à 28 balles, vous avez quasiment 500 pages de kiff. Et donc voilà, c'est vraiment une très très bonne pioche là-dessus, quoi. Complètement, ouais. Après, c'est vrai que si tu veux voir que le côté social, soit tu vas sur le O'Neill, etc. Ou alors tu vas sur le Rebirth, qui est un peu plus marqué sur ce côté-là, quoi. Ouais, faut aller sur le Green Arrow, Green Lantern de oui, voilà, c'est ça. Mais après, le Rebirth continue d'utiliser ce que Lemire a fait, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Écoutez, messieurs, je pense que on va s'arrêter là. Ouais. Je pense qu'on a bien tout déblayé, on a bien donné nos avis. Et merci à vous deux de votre participation. Toujours un plaisir d'être là. Toujours un plaisir de t'avoir, mon cher Captain. Ce fut un plaisir de t'avoir également, mon cher Twip. Mais merci pour l'invite. On remettra ça bientôt sur autre chose, quoi. Ouais. Continuez à nous suivre sur lescomics.fr. Si vous ne l'avez pas vu, parce que ce sera le premier épisode disponible sur nos nouveaux flux, n'oubliez pas de vous abonner. Le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Google Podcast également. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à noter non plus sur iTunes cet épisode. Et puis tous les autres épisodes aussi, tant que vous y êtes, vous pouvez le faire. Voilà, on a un flux maintenant réuni sur PodCloud et sur toutes les autres plateformes de podcast pour que vous puissiez écouter beaucoup plus facilement nos émissions. Je suis Comics Grincheux, j'ai été accompagné de Captain Talbot et de Twip, et c'était Indispensable, l'émission qui revient sur les meilleurs comics ou pas. Allez, à bientôt. À bientôt tout le monde. Salut, peace.